Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette scène des auteurs. On va parler d'un phénomène de société et on va parler de la littérature dans tous ses ébats. Je vais vous présenter nos différents intervenants. Moi-même, en fait, je suis la directrice de la rédaction de Femmes Majuscules et ce sujet nous a particulièrement intéressés parce qu'on entend dire beaucoup de choses et qu'on se disait peut-être c'est intéressant de poser des questions et aussi de poser des questions au travers d'un regard peut-être un peu plus mûr. Donc nous attendons Sylvia D qui arrive. Alors du coup je vais commencer. Voilà. Donc je vais commencer par présenter en fait Sylvia D qui est l'auteur de la trilogie Crossfire. En quelques mots, j'ai pris des notes, je ne voudrais pas me tromper. Elle est l'auteure d'une dizaine de romans traduits dans plusieurs langues. Elle est à la tête de liste des best-sellers du New York Times et du USA Today. Elle a exercé plusieurs métiers et elle me confie notamment qu'elle a travaillé dans l'armée. Et maintenant, elle se consacre pleinement à l'écriture. Elle est présidente de la Société des auteurs romantica aux États-Unis. Et son œuvre a été qualifiée d'aventure exaltante par le Publisher Weekly et de malicieusement jouissive par le Booklist. Elle a été récompensée par plusieurs prix, dont le Romantic Times du meilleur livre, le prix national du Reader's Choice et le Reader's Crown, qui sont des récompenses que je qualifierais de populaires, sachant que pour moi c'est un vrai plus de savoir avoir de la littérature populaire. Et puis juste pour vous donner une idée, ces livres ont été classés entre 7e et 10e dans les classements de Amazon.com et aussi de Nielsen. Donc ces ouvrages, en fait, la trilogie qui est parue dans le premier tome et paru en novembre 2012 en France s'appelle Dévole-moi aux éditions J'ai lu. Le deuxième tome qui s'appelle Regarde-moi vient juste de sortir. Et on attend pour celles qui ont lu déjà les deux premiers tomes avec impatience le troisième tome qui devrait sortir à la rentrée 2013. Nous avons aussi avec nous Sylvie Gang, qui est en fait qui tient un site qui s'appelle Blue Moon et qui en fait nous fait des critiques sur un certain nombre de livres de romance et qui a suivi depuis le début l'aventure de Sylvia D et la montée en puissance de ses ouvrages. C'est son hobby qui lui prend beaucoup de temps parce que par ailleurs elle est professeure d'histoire. Nous avons aussi la joie d'avoir avec nous Guylaine Paris qui elle est sexologue et psychosomaticienne. Elle est l'auteure avec Bernadette Costa-Prade d'un livre qui s'appelle Faire l'amour pour éviter la guerre dans le couple. Donc je pensais que c'était intéressant de discuter de ce point-là à propos de littérature érotique. Et puis aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle Un désir si fragile. Et dans son ouvrage Faire l'amour pour éviter la guerre dans le couple, elle aborde le sujet vraiment avec finesse et pragmatisme. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a tordu le cou à un certain nombre d'idées reçues. Elle propose une série de pistes pour améliorer la sexualité au jour le jour et retrouver une vie de couple sereine et équilibrée, qui en général va dans le bon sens. Et puis nous avons un homme quand même, qui est Stéphane Marsan, qui est en fait le cofondateur des éditions Brajlon, qui est une maison d'édition indépendante. Je crois qu'on peut le souligner parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Il a en fait, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans tout ce qui est le livre de fantasy, de fantastique et science-fiction. Mais ils ont sorti en 2008 un nouveau label qui s'appelle Milady, avec la volonté d'ouvrir la littérature au plus grand nombre. Et puis dans ce label, ils viennent de lancer une collection qui s'appelle Milady Romance, dans laquelle s'inscrit un nouveau type de livre qui s'appelle Milady Romantica, et qui est une nouvelle collection dite elle-même à la sexualité assumée. Comme ça, les choses sont claires. Et il vient nous parler en fait du livre de Vina Jackson. Voilà, j'avais un trou de mémoire sur l'auteur, je sais pourquoi. 80 notes de jaune qui vient de sortir. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aborde avec nos différents auteurs et personnages un certain nombre de choses. On va commencer par vous, Sylvia D. Je vais juste raconter en 2 mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'intrigue de la trilogie Crossfire. Donc, elle, la jeune femme, Eva, vient d'arriver à New York. Lui, il est businessman. Elle est jeune, il est riche et sexy, très sexy si vous lisez le livre. Elle est séduite, il la désire, donc on a envie de tout va bien.
Ils se donnent rendez-vous, se revoient régulièrement. Elle est marquée par son passé, on découvre dans le livre. Lui, il dissimule des secrets, on les sent présents dans tout le livre. Et une relation tumultueuse et sensuelle se développe et elle est faite de plaisir assumé et d'une grande liberté. Alors, on va commencer par parler des personnages, parce qu'il y a une intrigue, certes, elle est beaucoup basée sur ce que sont les personnages dans cette littérature. Donc lui, c'est Gideon Cross, vous allez en entendre parler. Il est riche, jeune, beau, sexy. Je note juste que dans le livre, on le décrit beaucoup physiquement, on parle beaucoup de son physique. On a une bonne idée de comment il est. Elle s'appelle Eva Trammell, elle est jeune, belle, indépendante financièrement par rapport à d'autres romans où en fait les femmes sont soumises financièrement. Elle a les moyens de s'assumer. Et elle est blonde alors qu'il n'aime que les brunes. Alors, j'ai envie de vous demander, Sylvia, comment vous ont été inspirés ces personnages et pourquoi ils sont typés comme ça? Physical and not only physical, but also the way they act in their mind. Je voudrais que Sylvia nous explique un peu comment elle a choisi de trouver ces personnages, autant physiquement que mentalement, parce qu'ils ont une histoire toujours très intéressante. Okay. Well, Ava and Gideon both have trauma in their past. Both of them are sexual abuse survivors as children. So to me, it was very important that their physical appearance is very different from who they are on the inside, to get across the message that what you see on the surface is not necessarily what you will find if you scratch that surface and see who they are on the inside. Donc en fait, Eva et Gideon, ils ont eu des traumatismes tous les deux. En fait, ils ont été abusés sexuellement quand ils étaient enfants. Et donc pour moi, c'était important de démontrer que la physique est différente de l'intérieur. Donc physiquement, on voit ce qu'il y a à l'extérieur, mais je voulais démontrer qu'on voit à l'extérieur, on ne voit pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut gratter un peu pour retrouver autre chose à l'intérieur. Merci. Et est-ce que pour vous, ce qui se passe dans le livre correspond au fantasme des lecteurs, en fait? Well, certainly to a certain respect, romance novels have a level of fantasy to them that may surpass what we may experience in real life. But you know, the dichotomy to that is that the characters are flawed, and you cannot sympathize with characters who are perfect. So, in one respect, there's the fantasy level to it, and the other respect, in order for you to sympathize and to fall in love with those characters, it's their flaws that make them people that you love. Oui, à un certain degré, c'est vrai, c'est qu'il y a un degré de fantasme dans les livres. On va lire des choses qu'on ne va pas forcément vivre nous-mêmes, expérimenter nous-mêmes. Ça va un peu plus loin que ce qu'on vit dans le quotidien. Mais il y a un autre côté, ces personnages ont des défauts aussi. Et c'est vraiment très important parce que quand on lit un livre, si on veut s'identifier aux personnages, si on veut aimer ces personnages, il faut absolument qu'ils aient des défauts. Donc il y a les deux côtés. Alors, juste sur les défauts, je voudrais signaler que dans les deux ouvrages, chaque fois les femmes, quand elles parlent, à un moment donné, on comprend qu'elles ne ressemblent pas à des mannequins. Voilà, c'était un message intéressant et que physiquement, elles font beaucoup fantasmer les hommes. Donc c'est écrit chaque fois dans les deux livres et moi, c'est un truc qui m'a frappé. C'est comme pour nous dire qu'elles peuvent ressembler aux lectrices. Alors, Stéphane Marsan, moi je vais vous poser un peu la même question. Dans 80 notes de jaune, là on est enfermé dans une relation, c'est une jeune femme qui s'appelle Summer, qui est dans une relation peu épanouissante finalement, et elle trouve refuge en fait dans la musique et joue très souvent les 4 saisons de Vivaldi dans le métro londonien. Son violon est détruit un jour dans une petite rixe, et la jeune femme reçoit une offre étonnante. Dominique, avec un K, je précise, qui est un séduisant professeur d'université à la sensualité débordante, se propose de lui offrir un nouveau violon et en échange d'un concert privé. Alors c'est le début d'une relation là aussi qui est assez tumultueuse et qui est placée sous le signe de la soumission. Là on est vraiment dans un univers un peu différent. Et Summer, qui est cette jeune femme, a tout fait de découvrir de nouvelles formes de plaisir et elle se laisse entraîner
dans toute une description et une pratique qui se rapproche en fait des pratiques sadomasochistes. Alors, Summer, elle est joueuse de violon, elle pour le coup elle n'a pas le sou, elle a toujours su qu'elle avait une libido développée, mais et elle n'a pas de fausse pudeur. Par contre, elle va découvrir qu'elle aime finalement la relation sadomaso. Donc elle va trouver un ou des maîtres, je ne vais pas dévoiler toute l'histoire. Quant à Dominique, lui, il est professeur de littérature, il a à peu près la quarantaine, il n'a pas besoin de travailler, en fait il a de quoi vivre, mais il travaille quand même pour son plaisir, j'ai envie de dire. Et lui, en fait, il a découvert ses attirances pour le sadomasochisme par hasard, en fait, lors d'une relation avec une de ses maîtresses. Elle est d'ailleurs elle-même pas du tout une maîtresse au sens sadomaso. Alors j'ai envie de vous demander là aussi, les personnages, pourquoi ces caractéristiques et est-ce que ça correspond au fantasme? Je pense que d'une part, on est face à, et c'est tout à fait le cas dans ce que vous avez décrit des ouvrages de Sylvia Day, mais c'est aussi vrai évidemment, parce qu'il va falloir quand même prononcer ce titre à un moment donné dans 50 nuances de Grey, c'est qu'on a un schéma de personnage qui est un schéma qui est typique de la romance américaine. Et qui est allé, c'est-à-dire avec des personnages qui sont forcément fantasmatiques, c'est-à-dire qui sont en effet sexy, beaux, qui ont des facilités dans la vie, etc. Et qui incarnent, parce que le mot fantasme, il est aussi important, parce que c'est pas censé être une littérature réaliste. C'est une littérature qui vous fait rêver, qui vous permet de vous évader, qui vous permet de rêver à une autre vie, et, je pense qu'on en parlera aussi, qui vous donne des idées sur votre vie à vous et ce qu'elle pourrait devenir. Et donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a eu, particulièrement ces dernières années, une espèce d'amplification, particulièrement de l'archétype masculin dans la romance, c'est-à-dire, autrefois il était shérif, maintenant il faut qu'il soit chef du FBI, avant il était millionnaire, maintenant il faut qu'il soit milliardaire, etc., etc., voire même qu'il ait des super pouvoirs, voire même qu'il soit immortel, parce qu'on est quand même aussi dans le même schéma, et donc cette amplification qui consiste à montrer que le personnage est toujours plus extraordinaire, toujours plus désirable, et voire changer complètement d'aspect, de nature. Enfin, le vampire, il a été longtemps quand même très repoussant, et puis un jour il est devenu séduisant, beau, et incarné par Tom Cruise et Brad Pitt dans Entretien avec un vampire par exemple, et Edward Cullen, etc. Donc ce qui m'a semblé très intéressant dans 80 notes de jaune, ça a été finalement de garder un peu ce principe, mais en même temps faisant des personnages, pour le coup, sans doute plus vrais, plus ancrés dans la société. Vina Jackson et 80 notes de jaune, c'est un roman britannique, pas américain, ce qui a quand même une importance, et qui permet de suivre des personnages qui vont, d'une part, avoir sans doute, même si cette héroïne pratique la soumission, ce n'est pas une enfant dans un corps de femme, c'est pas une cruche, c'est pas une innocente, c'est pas une vierge, et c'est une femme qui fait des choix dans sa vie et qui décide, comme une grande, de faire ça parce que ça l'intéresse, parce que ça l'excite et parce que ça lui apporte quelque chose dans sa vie. Et je pense que cet aspect est extrêmement important et nous montre à quel point ce phénomène qu'est la romantica et la romance érotique, aujourd'hui, peut démarrer du point de vue phénomène avec 50 nuances de Grey qui nous montre, je trouve, un personnage féminin qui est dans une situation qui n'est pas très enviable, quelqu'un qui est pas très, qui ne nous est pas présenté immédiatement comme quelqu'un qui fait des choix, qui décide de sa vie, qui est cultivé, etc. Mais qui au contraire nous donne de plus en plus une image de la femme qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus positive. On va en parler après de l'image des femmes dans ce roman, mais je voudrais poser d'abord une question à Sylvie Gand. Qu'est-ce que disent en fait les lecteurs, j'ai envie de dire les lectrices, dans vos blogs sur les personnages de ces romans? Ce sont plutôt des femmes, oui, en effet. Il y a des lecteurs masculins, mais ils ne se manifestent plus. Les femmes, elles aiment beaucoup les personnages, et je reviens sur ce que vous venez de dire, elles aiment beaucoup les personnages masculins, effectivement, elles exigent beaucoup d'eux. Il y a une forme de perfection masculine qui est attendue, et par contre, il y a un phénomène d'identification, effectivement, avec les héroïnes. Un phénomène d'identification qui fait que justement, il ne faut pas qu'elles soient tout à fait des mannequins quand même, il faut qu'elles puissent, on puisse s'y reconnaître un petit peu. Et oui, c'est des femmes qui peuvent nous ressembler, alors vierges, pas vierges, etc. Ça passe, les lectrices sont assez tolérantes avec tout ça, et tout le monde peut s'y reconnaître parce que je suis persuadée qu'il y a des vierges qui lisent ces livres-là, et donc tout le monde s'y reconnaît. Alors, ça m'entraîne sur un autre point qui est le mode narratif de ces livres. Et là, c'est pour vous, Guylaine Harris. Je voulais
En fait, par exemple, dans les ouvrages de Sylvia Day, c'est Eva Trammell qui parle à la première personne. Dans 80 notes de jaune, en fait, et d'ailleurs l'auteur, en fait, le nom, c'est une femme, mais en fait, il y a deux personnes dont je ne donnerai pas les noms parce que moi-même, je ne les connais pas. C'est un homme et une femme qui ont écrit ce livre. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est important que ce soit la femme, que ce soit l'homme dans 80 notes de jaune, juste, je voulais dire, c'est de temps en temps, certains chapitres sont écrits sur le mode c'est la femme qui parle, et de temps en temps, en fait, on a le point de vue, en fait, de l'homme. Est-ce que c'est important, le mode narratif qui est choisi? Alors je pense que depuis le début, on parle effectivement de ce croisement permanent entre quelque chose qui doit être susciter, stimuler notre imaginaire, éveiller notre plaisir, notre désir, et puis cet axe, cette nécessité d'identification pour qu'on puisse se reconnaître. Donc on est en permanence dans ce mélange entre le réel, entre l'imaginaire nécessaire qui est le pilier, j'allais dire, majeur de notre sexualité, ce pilier qui va alimenter et qui va nous apporter énormément d'énergie libidinale. Et puis le symbolique qui est le deuxième ou le troisième degré, le troisième secteur qui est convoqué en permanence lorsqu'on a un texte littéraire, une littérature quelle qu'elle soit. Donc le mode narratif, pour reprendre votre question, fait justement appel à ce double axe, c'est-à-dire l'imaginaire où effectivement on peut imaginer l'homme parlant à une femme ou la femme parlant à un homme, quel que soit notre sexe, et puis l'identification nécessaire, et puis on a aussi l'imaginaire, ça fait référence aussi au couple, c'est-à-dire à la dimension relationnelle de la sexualité, qui est l'interaction entre deux personnes, et en l'occurrence un homme et une femme dans ce... D'accord. Alors, j'ai une question pour vous, justement là-dessus. Vous avez écrit vos ouvrages sur le mode du jeu, et c'est toujours la femme qui parle. Hein. C'est votre héroïne, c'est Eva, qui nous raconte en fait. Est-ce que c'était important pour vous que ce soit une femme qui parle, sachant que c'est une femme qui écrit pour le coup? Well, Vertu, which is like Duama, well, I can't pronounce it correctly in French, but Vertu, it was my 16th erotic romance. So all of my previous books written in the erotic romance genre is written both third person, both in the male and female POV. The reason why Vertu is written in first person is because I could not reach Gideon as the creator of him. He would not let me in. So when I tried to write in his point of view, I couldn't understand where he was coming from. He was just so completely separate from what I knew and what Ava knew. So really the only way for me to write the book was from Ava's perspective, and I think the benefit to that is as the reader, I'm discovering Gideon along with Ava, along with you. We're all on that journey together. So it wasn't really, you know, a decision that I made to not come into his point of view. I tried. I started the book writing in third person, and he just would not let me in. Donc en fait, le livre Dévoile-moi, j'arrive pas à le prononcer en français, mais Dévoile-moi, c'est le 6e roman érotique qu'elle a écrit. Et tous les autres livres, c'était écrit à la 3e personne du point de vue de l'homme et du point de vue de la femme de temps en temps. Là, pour la première fois, elle a écrit quelque chose à la première personne, et en fait, elle voulait l'écrire du point de vue également de Gideon, mais il n'est pas arrivé. En fait, il a refusé l'accès. Lui, il est tellement différent de ce qu'elle connaît et ce que connaît Eva aussi, que c'était presque impossible de rentrer dans sa peau. Donc c'est lui, en fait, le personnage qui m'a refusé accès. Et en fait, l'avantage, c'est que je découvre en tant qu'écrivain, avec Eva et avec le lecteur, on découvre Gideon ensemble. C'est un mystère et on le découvre.
mais ce n'était pas une décision. En fait, j'ai essayé au début, mais c'était lui qui a refusé l'accès. Merci. Alors, on parle depuis le début, vous l'avez évoqué, ce phénomène, en fait, on a l'impression qu'il est apparu avec 50 nuances de grès. Et il y a eu une espèce de boulevard qui s'est ouvert et qu'on a appelé le mommy porn. Alors, littéralement, quand on traduit, le porno pour les mères de famille. Alors, moi, j'ai envie de savoir, cette littérature, est-ce que c'est de la littérature érotique? Est-ce que c'est de la littérature pornographique? Est-ce que c'est tout simplement des romans d'amour? J'ai envie d'avoir à chacun votre point de vue là-dessus, parce que c'est une vraie question qu'on peut se poser et que beaucoup de gens, je pense, parlent du sujet, déjà sans même avoir ouvert les livres. Je crois que avant d'en parler, il faut avoir regardé, au moins lu, pour avoir un avis. Et je voudrais que vous nous disiez, alors on va peut-être commencer par vous, Guylaine Paris, ce que vous nous disiez pour vous, c'est quoi comme type de littérature? Avant, je voudrais juste réagir au mommy porn. Ça me met très en colère et je crois que je ne suis pas la seule. Voilà. Comme si la sexualité des femmes était dissociée depuis toujours de leur activité familiale et maternelle et que là, on se mettait à découvrir qu'elles pouvaient être associées. Moi, ça me choque énormément. On est encore à ce niveau-là. Donc, effectivement, ce terme, moi, je pense qu'il faut le rayer de la carte. Il faut parler de sexualité féminine, il faut parler d'imaginaire féminin. Alors, est-ce que c'est de la pornographie? Je vais quand même répondre à votre question. De l'érotisme? Est-ce que c'est du romantisme? Alors, quelles sont les différences? Du romantisme, certainement, c'est un récit, c'est un scénario. On a vu que ça faisait appel à l'imaginaire, donc on a tous les critères. De la pornographie, on parle de pornographie lorsqu'il y a une description au premier degré, lorsqu'on ne stimule pas, j'allais dire, la créativité du lecteur, lorsqu'il n'y a pas de scénario, lorsqu'il y a des descriptions crues de l'acte sexuel. On peut avoir des passages de ce type-là. On a aussi, à mon sens, de l'érotisme, dans le sens où on est quelquefois au niveau de la créativité du lecteur, lorsque ce lecteur va s'identifier, stimuler son propre désir. Dans l'érotisme, on est au niveau du désir et pas de la jouissance ou du plaisir. Il va imaginer, il va dépasser les scènes décrites pour se projeter dans sa propre vie. Donc on est dans l'érotisme également. Donc je crois que c'est forme de littérature. À partir du moment où il y a un scénario, où c'est une lecture, on est dans l'érotisme aussi. Merci. Sylvie, est-ce que vous, en fait, qu'est-ce que vous avez là, quelle impression vous avez quand vous entendez des commentaires en fait, des femmes là-dessus? Elles considèrent que c'est quoi comme type de littérature? Et j'insiste sur le mot littérature parce que malheureusement, ce mot-là, on voudrait qu'il soit toujours réservé à ce que d'aucuns appelleraient de la littérature de haut vol. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les gens lisent, qu'ils fassent travailler leur imaginaire. Alors là, on est dans la littérature. Est-ce qu'elle considère que c'est érotique? Est-ce que c'est émoustillant? Émoustillant, certainement. La plupart des lectrices recherchent, je pense, de la romance érotique. C'est les deux à la fois. Par contre, moi, je reprendrais une définition qui est plutôt une définition américaine. La différence qu'il faut entre romantica et erotica. Pour moi, les deux livres sont assez représentatifs de chacun des deux genres. Dévoile-moi, c'est plus du romantica, c'est-à-dire l'histoire centrale, c'est une histoire d'amour dans laquelle on va entrer effectivement dans les relations sexuelles des personnages de façon assez crue, assez directe. Dans 80 notes de jaune, on est plutôt dans une démarche qui essaie de montrer l'éveil sexuel d'une femme qui va peut-être se nouer avec l'histoire d'amour, mais qui n'est pas l'objet principal du livre. Et c'est les deux genres actuellement qui sont stimulés effectivement par 50 nuances de grec qui a ouvert la porte, effectivement, et qui est une romance érotique. Il y a une erreur terrible quand on dit qu'il s'agit de pornographie, je ne sais quoi. C'est une romance érotique, c'est même pas la première du genre. Elle a des spécificités, c'est sûr, mais c'est une romance érotique. Voilà. Et pour vous, en fait, je pense que Sylvie, en effet, vient de rappeler quelque chose d'absolument fondamental. C'est que quand on dit romance érotique, on dit romance, donc on dit histoire d'amour. C'est-à-dire qu'il me semble qu'en particulier les Américains font une différence très importante entre pornographie et romance érotique, à savoir entre la pornographie où finalement l'essentiel, ça serait les actes sexuels qui ne seraient pas justifiés, légitimés ou qui ne s'inscriraient pas dans une relation
peut-être pas forcément amoureuse, mais en tout cas affective, forte, pour le dire comme ça, et la romance érotique qui nous raconte comment le sexe fait partie de l'histoire d'amour et comment le sexe exprime d'une certaine façon cette histoire d'amour. Et en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça date pas d'hier, c'est-à-dire qu'il y a même, je parlais tout à l'heure d'archétypes chez les personnages, mais des schémas d'histoire très connus dans la romance érotique, comme disent les Américains, Boss and Secretary, par exemple, le patron et la secrétaire, ou Lord and Governess, le seigneur, le noble et sa gouvernante ou une servante, etc. Enfin voilà, et 50 nuances, c'est ça, enfin on retrouve exactement ces schémas-là. Donc, et dire, ça date pas d'hier, je pense que c'est extrêmement important parce que on parle de romance aujourd'hui, ce qui est quand même déjà une grande victoire, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un genre particulièrement reconnu intellectuellement, ni même du point de vue du marché. Alors, je vais vous donner deux chiffres qui me paraissent absolument fondamentaux. La romance aux États-Unis, c'est 52% du marché du livre. Aux États-Unis, un livre sur deux vendu est une histoire d'amour. Et c'est $1 milliard. Et Sylvia Day le sait bien, parce que le milieu de la romance aux États-Unis, et notamment une grande association qui s'appelle RWA, Romance Writers of America, les auteurs de romances américains, est une organisation très forte, plus de 10 000 membres, et qui forme des jeunes auteurs à devenir des auteurs accomplis et à se faire publier, etc. etc. Et rencontrer ces gens est une expérience absolument extraordinaire, parce que toutes ces femmes sont passionnantes, etc. Donc, je donne ces éléments qui peuvent sembler très loin du marché français, de ce qu'on vit, etc. Mais c'est vous dire qu'il y a quelque chose de génétique qui est extrêmement important à comprendre. Et quand on regarde le succès de E.L. James, de Sylvia Day, de Vina Jackson, etc., on se rend compte que, et c'est notamment le cas de Sylvia et de Vina Jackson, ce sont des auteurs qui ont déjà de l'expérience, pas des auteurs qui sont arrivés comme ça, qui sont apparus comme par magie en juillet dernier parce qu'il y avait un phénomène best-seller et il fallait quelqu'un d'autre pour en écrire un. Bon. Et deuxièmement, ce sont des femmes qui écrivent majoritairement pour les femmes avec des protagonistes principaux qui sont des femmes. Et donc il y a là quelque chose qui aussi me semble très très important, et je suis heureux que vous le disiez, qui est de la littérature et qui nous parle de la société et des vrais gens à travers une littérature du fantasme, à travers des scènes fantasmatiques. Et c'est donc cette réalité-là qui est évoquée de façon en effet diverse, et merci Sylvie de le dire, c'est-à-dire que tous ces bouquins ne sont pas la même chose, n'ont pas les mêmes personnages, n'ont pas le même point de vue sur la sexualité et sur la vie, et c'est toute la diversité d'une littérature qui, enfin la littérature érotique, pareil, elle date pas de cette année, hein, mais qui donne un éclairage, une visibilité et une accessibilité que jusqu'à présent la littérature érotique n'avait pas, et surtout pas pour un public féminin. Merci. Alors pour vous, Sylvia Day, qui connaissez bien le sujet, puisque vous êtes la présidente de cette association aux États-Unis, pour vous, vous réagissez comment quand on dit que c'est du mommy porn par rapport au fait de dire que c'est plutôt de la romance érotique? Si elle pense que c'est plutôt de l'érotisme ou bien de la pornographie? Well, I define it very differently. Pornography to me is stories that are written for the express purpose of sexually titillating the reader. You don't have to have a story, you don't have to have a plot. If you're aroused while you're reading it, then the pornography got the job done. Erotica is the sexual journey of one character, and it's how they advance their personal growth through sexual interaction. And at the end of the book, there may or may not be a romance, but it was one person's journey, and they made it from beginning to end through sexual interaction with other people. Erotic romance is the journey of a couple, from the start of a relationship to the end of the relationship. And at the end of the book, you are guaranteed that these two people will find their happily ever after, having taken that journey. Now, the reason why there's sex there, if you can take the sex out of an erotic romance, it's not an erotic romance. The sex is there because it has to be there. And usually these characters are very damaged. Whatever their personal history is, they have a very hard time discussing with themselves and in their relationship, and even being honest with themselves verbally. So the only way that they can express their emotions is through sexual interaction. And that's why the sex is often so very intense, because they're communicating something to their partner via that sexual interaction. So it's integral to the story.
If you tried to pull the sex scenes out and then read the story, it wouldn't make any sense, because everything, all those pivotal turning points in that character's growth happened when they were in bed together. So they're hugely different. So to bring porn into erotic romance discussion they're just so different that they're not even in the same realm of literature, in my personal opinion. Donc pour moi, la définition des trois types de littérature dans ce domaine, c'est qu'on parle d'abord de la pornographie. La pornographie, pour moi, c'était le seul but, c'est d'exciter. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas ce qui se passe, tout ça, c'est pas important. S'il y a uniquement l'excitation du lecteur ou de la lectrice. Si le lecteur et la lectrice est excité à la fin du livre ou à la fin d'un passage, ça réussit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle érotica. Et érotica, c'est une histoire personnelle, c'est une histoire d'une personne au monde. C'est une de soi, en fait, de cette personne à travers des expériences sexuelles. À la fin, il y a une histoire d'amour, il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est pas très important, c'est une découverte personnelle. Et enfin, il y a romantic erotica, ou la romance érotique. Et ça, c'est une histoire de couple. C'est un couple qui se découvre à travers, en partie, le sexe. C'est impossible d'enlever le côté sexuel dans cette rencontre. C'est forcément des personnages qui sont traumatisés, qui ont d'énormes problèmes, et ils ont du mal à s'exprimer. Et c'est à travers leurs relations sexuelles qu'ils arrivent à communiquer et à avoir une relation. On ne peut pas enlever le côté sexuel de la relation parce que la relation, ça n'existerait pas. Donc en fait, ils arrivent à grandir, à se développer, à se connaître. Ça, c'est pour moi les trois genres dans ce domaine. Merci, c'est super clair. Moi, j'ai une question maintenant, on a parlé un peu des contenus. J'ai envie de vous demander à chacun, mais qui lit, c'est qui le lectorat de ces livres? Alors, je vais commencer par vous, Sylvie, parce que vous êtes en première ligne. Beaucoup de femmes, de tous horizons, de toute culture, de toute éducation. C'est pas réservé à une catégorie de personnes. Les gens qu'on rencontre sont pas, je sais pas, c'est pas la godiche stupide qui sait pas ouvrir un livre. On peut lire un ouvrage, lire l'ouvrage de Sylvia Day et lire un Goncourt. Oui, voilà. Oui, oui. On peut lire Proust et on peut lire Sylvia Day, mais on ne va pas y trouver la même chose. Voilà. Il y en a pour tous les goûts. Absolument. Guylaine Paresse, j'ai aussi envie de vous demander ça pour vous, avec peut-être pourquoi on lit ces livres-là, à votre avis? Alors, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est surtout les femmes qui le lisent, pour la bonne raison qu'on utilise effectivement dans ce cas-là des caractéristiques peut-être plus de la sexualité féminine, c'est-à-dire on fait appel aux fantasmes qui sont les plus courants. Il semblerait que la fantasmatique soit un tout petit peu sexuée, fortement sexuée, je pense, influencée par la différence des sexes, parce que la note fantasmatique prend racine dans la culture. On ne peut pas se dissocier du bain culturel dans lequel on évolue. Ces femmes qui lisent ces livres utilisent ces récits comme support, j'allais dire, à leur fantasmatique, parce que souvent elles n'ont pas confiance en leur capacité à imaginer, à provoquer leur propre excitation. Donc elles vont utiliser ces récits pour y aller. Moi je trouve très intéressant que ces ouvrages puissent réconcilier les femmes, la sexualité féminine, en faisant un pont, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, entre le sexuel et le sentimental. On a trop longtemps dit que les femmes avaient une sexualité sentimentale, mentale, cérébrale, et que les hommes avaient une sexualité physique, comme si les hommes n'avaient pas de cerveau et que les femmes n'avaient pas de sexe. Moi, ça m'a toujours choquée. Je pense que ces ouvrages réconcilient les deux aspects et c'est un grand progrès. Vous, par rapport à les gens qui achètent vos livres, alors moi déjà, là, je représente une minorité, j'en suis ravi, hein, mais et donc je voudrais évoquer la minorité, c'est-à-dire les hommes qui lisent la romance érotique.
Et je pense que pour la C'est une bonne nouvelle. Ben, il y en a, comme Sylvie l'a dit, et alors peut-être qu'il ne le crie pas sur les toits, mais j'avais l'un de mes maîtres en édition, le regretté Jacques Guamard, qui était un très très grand éditeur de fiction populaire, en particulier de science-fiction, qui avait créé Pocket SF, m'avait dit une fois, il y a des hommes qui lisent pour des raisons féminines et qui ne le savent pas. Et on parlait de fantasy et d'auteurs de fantasy américains comme Mercedes Lackey. C'est des histoires de jeunes princesses avec des chevaux magiques qui parlent. Et je disais, mais il y a des hommes qui lisent ça, c'est quand même... Voilà. Et il m'avait fait cette réponse. Ça, je pense que c'est intéressant. Deuxièmement, je pense qu'il y a un côté, par contre, très conscient, qui est la curiosité, qui est un peu la raison pour laquelle les hommes lisent des magazines féminins, c'est-à-dire pour essayer de comprendre les femmes. Se dire, ah, mais voilà. Et alors, cette énigme éternelle n'est pas prête d'être résolue, hein, mais, et en effet, c'est passionnant, et c'est pour ça que ça me semble aussi tellement important que ce soit à 99,9% des femmes qui écrivent ces livres. Parce que les femmes parlent aux femmes, et donc c'est, pour le dire d'une façon un peu universitaire, c'est une source d'information qui est absolument extraordinaire. Enfin, je pense que vous venez d'évoquer un pont, je pense qu'il y a un autre pont qui là est créé, qui est très important, c'est que finalement, jusqu'à maintenant, pour le dire vite, la présence de la littérature érotique en librairie, c'était très extrême, c'est-à-dire soit c'était la littérature de haut vol, pour reprendre votre expression, très littéraire, volontiers même de la poésie en prose, donc pas très facile à lire, soit, alors là pour le coup du porno, police des mœurs, vraiment le truc de gare cracra. Et là il se passe un phénomène extraordinaire qui est qu'on a l'apparition de toute une gamme littéraire qui est entre les deux, qui a une dignité littéraire qui est au moins d'être agréable à lire, c'est déjà pas mal, voire même plus, d'être élaboré, d'avoir des personnages étonnants, profonds, etc., d'avoir du style. Et cette éclosion me semble extrêmement importante parce que elle change véritablement la donne. Je ne sais pas si elle va changer grand-chose dans le comportement sexuel des lectrices, mais en tout cas, ou dans leur vie, je ne sais pas, mais en tout cas, en librairie et dans l'édition, elle change la donne d'une façon qui est absolument fondamentale. Alors, juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi qui édite un magazine féminin, je confirme que les hommes lisent beaucoup les magazines féminins, parce que nous, ils viennent se plaindre en disant « vous ne parlez pas assez de nous, on ne fait que parler d'eux dans les magazines féminins, indirectement », donc c'est assez amusant. Alors, Sylvia, j'ai une question pour vous. Vous nous avez dit tout à l'heure en off, et j'espère que je ne trahis aucun secret, que vous avez des hommes qui sont contents que leurs femmes lisent ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter notamment cette anecdote que vous m'avez racontée tout à l'heure? Well, I actually have quite a few stories that I've heard. From husbands who've emailed me, the basic comment is thank you. I had a great time last night. My wife read your book. You know, then I've gotten one from a guy who said that he was never able to watch his baseball games on television because anytime he sat down, his wife would come into the room and say, aren't you supposed to fix, you know, that door? Aren't you supposed to, you know, take the trash out? Aren't you know, whatever. And he said, and one time he sat down to watch the baseball game and his wife did not come into the room for hours. And it was coming down into the last part of the baseball game and she came in and she said, you know what, I need to borrow you for a few minutes. And he said, can you just wait? You know, we're at the last inning, the game's almost over, I can fix it as soon as I'm done. And she said, no, I need you to fix me. And he left the game and said, you know, it was the first time his wife had ever asked him to stop watching a game where he actually enjoyed it. And so, you know, that's his new thing is when he wants to watch a game, she gets to buy a new book. And then another husband said that, you know, his wife had complained that he didn't give her a large enough budget to buy books, that she was spending too much money on them. And so she started reading my novels, and he started having a really good time with her reading my novels. And so he gave her a budget to go and buy my books. And she said, thank you so much, because now I get to buy all the books that I want. And he is having a great time with how much money I spend on my novels now. So, I mean, all of that is part of, you know, there's a fear, I think, and I think that's where the mommy porn thing comes out. Usually when that's brought up is, it's a male journalist that asked that question. And I said, you know, and only the male journalist asked me that question. There's a little bit of fear that the wives will find something in the novels that they're not getting in their relationship, and that's not true at all.
it opens a dialogue between the husband and the wife, where the wife can say, you know what, I read about this, can we try it? Or, you know, because of course the whole point of reading the erotic romance and having women write erotic romance is that, I mean, we approach sex from a very emotional place. So when you're reading about somebody's emotional response to a sexual interaction, you may not have that same emotional response that the character did, but it makes you question what your emotional response would be. And then that opens the dialogue for you to discuss it with your partner. So, you know, erotic fiction has really helped a lot of marriages. And husbands are grateful, and wives are grateful to buy books. Ok, donc en fait, oui, effectivement, il y a plusieurs anecdotes. Il y a beaucoup, je reçois beaucoup d'emails de la part d'hommes qui vont me remercier, qui disent oh, merci beaucoup, hier soir j'ai passé vraiment un bon moment, c'est en partie grâce à vous. Donc s'il y a par exemple, j'ai reçu un email de la part d'un homme qui a dit qu'il regarde très souvent les matchs de baseball et à chaque fois qu'il y a un match de baseball, il y a sa femme qui sort et qui dit chérie, il faut absolument que vous répariez la porte, il y a un problème, du tuyauterie dans la maison et à chaque fois il n'arrive pas à regarder son match. Elle a acheté le livre. Cette fois-ci, il a eu un match de baseball, il regardait le match, et elle est allée dans la chambre, elle lisait, il regardait le match, elle ne sortait pas, et puis c'était vraiment vers la fin du match, elle arrive, elle dit, chérie, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de toi. Et il dit, non, mais c'est la fin du match, elle dit, je ne peux pas réparer quelque chose, elle dit, je n'ai pas besoin que tu répares quelque chose, j'ai besoin que tu me répares moi. C'était, on va passer un petit moment là. Donc il a écrit, il a dit, bah, merci beaucoup, en fait, c'était pour la première fois, j'ai loupé juste un bout du match, mais je me suis bien amusé. Donc merci, et maintenant, à chaque fois qu'il y a un match, elle a un nouveau livre. Il y a un autre email qui vient de la part d'une femme qui a dit que son mari se plaignait tout le temps parce qu'elle dépensait beaucoup trop de sous sur les livres, il y en avait beaucoup trop d'argent. Et en fait, elle a acheté le livre de Sylvia Day et d'un coup, lui s'est amusé. D'un coup, il commençait à lui donner plus d'argent pour acheter plus de livres. Et les deux sont maintenant très contents, elle peut acheter tous les livres qu'elle veut. Et lui, il est content parce qu'ils s'amusent beaucoup plus ensemble. Donc, il y a aussi cette question de mama porn, la pornographie des mères de famille. Forcément, quand on me pose cette question, c'est des journalistes, mais c'est forcément un homme. Et la question, ça vient souvent, en fait, je pense que la question, ça vient du point de vue de l'homme qui dit, les hommes qui ont peur, en fait, qu'on va dévoiler les défauts de l'homme et que ça va causer, et on va critiquer quelque part, on va voir à quel point l'homme n'arrive pas au niveau. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'était quelque chose qui c'est écrit par les femmes et c'est quelque chose d'émotionnel. Il faut vraiment voir le côté émotionnel dans ces livres. Et en fait, c'est une ouverture sur la communication. On parle d'émotion, ça donne des idées et les couples peuvent ensuite parler du côté émotionnel. C'est pas du tout pour critiquer l'homme et pour dévoiler à quel point l'homme n'est pas suffisant. De toute façon, je crois que Gideon, il n'a pas trop de problèmes. Hein. Gideon, il n'a pas trop de problèmes. Alors, petite question aussi, il y a donc une recrudescence de ce genre en ce moment, et on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai eue en lisant ces livres, qu'il y avait une redécouverte en fait de ce dont on discutait tout à l'heure, Dr. Paris, de l'aspect en fait pulsionnel de la sexualité. Et ça, c'est intéressant, notamment, ce phénomène est venu un peu via les ouvrages américains. Et c'est étonnant dans une civilisation où on a beaucoup fait, notamment aux États-Unis, de choses pour codifier le sexe, avec des choses très civilisées, il y a du conventionnel, de temps en temps c'est même aseptisé, on le voit dans les films aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est lié en fait à cette séparation, tout d'un coup on a été peut-être trop loin dans ce côté aseptisé, qui fait que du coup, ça nous fait du bien de le lire dans des livres, d'accepter aussi qu'il y a une partie pulsionnelle sur la sexualité? Oui, je crois qu'auparavant, on avait, comme on le disait tout à l'heure, uniquement d'un côté le romantisme aseptisé où le corps n'existait pas, où le sexe n'existait pas, et de l'autre côté, on avait la pornographie où le sexe était uniquement mécanique, effectivement la relation sexuelle était mécanique, corporelle, animale, avec tout le côté péjoratif et sans dimension d'aucune sorte, ni émotionnelle, ni imaginaire. Donc là, on a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une relation entre les deux, un milieu, une
je dirais pas un compromis parce que ça serait trop réducteur, mais on a pris connaissance, on s'est rendu compte qu'il existait, et notamment dans la sexualité féminine, mais dans la sexualité masculine aussi, moi je ne ferai pas de différence, l'aspect pulsionnel effectivement de la sexualité, animal si vous voulez, si on ne l'entend pas du côté péjoratif, qu'on ne la cerveau reptilien plutôt. Voilà, qu'on ne la réduit pas au niveau corporel, mais effectivement on parle d'émotionnel, même dans la pulsion. Hein. Le corps n'est qu'un instrument qui répond à l'émotion et n'est pas, on ne peut pas parler de sexualité corporelle par exemple, ça serait trop réducteur. Donc là on a redécouvert, on a redonné des lettres de noblesse à la pulsion. Et on a aussi associé cette pulsion au relationnel, à l'imaginaire, au symbolique, à toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est effectivement comme une redécouverte, comme on détruit la séparation qu'on avait mis en place et qui était néfaste à mon sens. Petite question aussi, est-ce qu'il y a un risque d'accoutumance à ce genre de littérature? Ça c'est pour vous, Sylvie. Oui. Oui. Messieurs nous diront merci. Oui. C'est-à-dire que les retours que je peux avoir, c'est je viens de le finir, qu'est-ce que je peux lire d'autre? Pareil. Voilà. Donc c'est vraiment, oui, il y a un phénomène d'addiction parce que ça provoque souvent des émotions, des révélations. C'est assez touchant des fois ce que les gens peuvent raconter. Ça peut aller depuis des personnes qui ont vécu des agressions sexuelles, des choses comme ça, qui redécouvrent leur sexualité en lisant des livres de ce genre, jusqu'à des gens pour qui c'est simplement un plaisir de lecture, mais qui n'avaient jamais rencontré jusqu'alors, et qui en veulent encore. Voilà, ça oui. C'est une bonne nouvelle pour les éditeurs. Ah bah oui. J'espère que vous allez nous faire des cartes de fidélité. Mais en même temps, enfin, pour les éditeurs qui ont fait le choix d'en publier, c'est-à-dire que nous on a lancé Mille et des romances il y a 1 an, et la romance, c'est pas seulement la romance érotique, hein, c'est tout le reste de la romance, la romance historique, etc. C'est quand même, et on l'a fait en se disant, c'est quand même extraordinaire, dans ce pays, il y a que 2 éditeurs qui en font, c'est Harlequin, évidemment géant du domaine que tout le monde connaît, et J'ai lu, qui depuis très longtemps fait un merveilleux travail. Et donc on s'est dit, mais il y en a que 2, c'est quand même extraordinaire, c'est quand même important la romance, et puis tout le monde aime en lire, alors pourquoi? Donc je pense aussi que, oui, c'est la chance des éditeurs, mais à condition de trouver des bons romans, parce qu'il ne faut pas publier n'importe quoi. Souvent, quand il y a un phénomène comme ça, on peut se laisser entraîner à fournir, à bourrer les étagères des libraires. Non, je pense qu'il y a aussi une responsabilité qui consiste à, on publie ce qui nous semble vraiment bon et important. Isabelle Varange, qui dirige la romance chez nous, dit, bon, cette année, il y a 6-7 bouquins qui, je pense, valent vraiment la peine d'être publiés, alors qu'il y en a des millions disponibles qu'on pourrait traduire en un clin d'œil du jour au lendemain. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Sylvie Hadet. Donc on suit le parcours de ce fameux Gideon et de cette fameuse Eva. Alors, je sais que Guylaine Paris me dirait que c'est pas bien de demander ça, mais on a envie de savoir quand même pour vous, si vous deviez faire incarner Gideon, il ressemblerait à qui? Et si on devait faire incarner Eva Trammell, elle ressemblerait à qui? Ça, on sait qu'elle nous ressemble à nous, mais on aimerait quand même savoir dans votre imaginaire. Choosing somebody for Gideon is hard, of course. Another man that's quite exactly like him, and he's a very young character. He's only 28 years old. So many of the actors who are presented to play him are considerably older and outside of his age range. But the most popular choice, and I think the one that I would choose myself, would be Henry Cavill. Because he's the right age and he has the right look and he's very sexy. I think he can pull it off. As for Ava, you know, she's beautiful, but she's also very vulnerable, and finding an actress who portrays that vulnerability is not easy, but I think Scarlett Johansson really can pull that off. As beautiful as she is, she has that underlying sense of being very fragile, and I think she would do a very good job with it. Donc en fait, pour Gideon,
c'est très difficile parce que pour moi, il n'y a que Gideon qui est comme Gideon. C'est-à-dire, en plus, par rapport aux comédiens, c'est difficile aussi parce qu'il est jeune, il a 28 ans et la plupart des hommes qu'on propose sont beaucoup plus âgés. Mais si j'étais obligé de choisir quelqu'un, je choisirais Henry Cavill parce qu'il a l'âge, il a le look et c'est vraiment quelqu'un qui correspond à ce personnage. Maintenant, pour Eva, c'est difficile aussi parce qu'elle est très belle, mais elle est très vulnérable aussi. C'est très difficile de trouver une comédienne qui peut faire les deux en même temps. Si j'allais choisir quelqu'un, je choisirais Scarlett Johansson parce qu'elle a ses capacités. C'est quelqu'un qui est extrêmement belle, mais on ressent quelque chose de fragile chez elle aussi. Écoutez, je vais vous remercier. J'ai juste envie de dire en conclusion que finalement tout ça c'est pour se faire plaisir et peut-être pour faire plaisir à l'autre. Et donc c'est à consommer sans aucune modération. Et puis je voudrais juste, à l'intention plus particulièrement du public un tout petit peu plus mûr, les rassurer en disant maturité vient le goût du plaisir. Donc mesdames, allez-y. Et puis bons ébats majuscules. Merci à vous. Merci.